pour l'année 2019-2020. Parce qu'en principe, on va poursuivre le séminaire. Le seul obstacle qu'on pourrait avoir, c'est de ne pas avoir de salle, mais ça m'étonnerait. Normalement, cette cible devrait nous être reconduite. Donc, vous aurez le planning. Si on a vos mails, c'est quand même plus pratique. Hein. Donc, je vais vous passer cette feuille blanche. Et puis les résumés. Voilà. Il n'y a qu'une feuille. Comment? Il n'y a qu'une feuille, oui. Il n'y a qu'une feuille pour le résumé. Ouais, je vais faire ça. Ah oui, d'accord. Bon, enfin, je vais commencer. Donc, vous allez pouvoir suivre un peu avec mon résumé. Ça vous aidera quand même, parce que c'est un condensé hein, de l'ensemble du chapitre quand même, hein, que j'ai compressé un maximum. J'en ai fait une compression extrême, mais c'est nécessaire parce que sinon, c'est compliqué de le suivre, sincèrement, c'est compliqué. D'ailleurs, ça commence à la page, alors c'est le chapitre 9, donc, hein, qui s'appelle « Dans le champ de l'unien ». Dans le champ de l'unien. Non, c'est pas le même. Et comme notre ami ici présent nous l'avait fait remarquer la dernière fois, unien c'est l'anagramme de ennui. Hein. Et Lacan s'en amuse d'ailleurs à la fin de ça, de la question de l'ennui. Et donc le chapitre 9, il va de la page 125, je crois, à la page 135, en date du 15 mars 1972. Et donc Lacan, il commence très fort, puisqu'il nous dit dès le départ, naturellement, pour que cela porte, il faudrait que vous lisiez Platon. Merci quand même du conseil. Hein. Mais lire tout Platon, je vais vous dire, il faut une vie. Hein. Donc, il faudrait que vous lisiez Platon avec quelque chose qui viendrait de vous. Et là, il fait un jeu de mots assez drôle. Il dit, vous êtes formé depuis votre enfance à faire de l'auteur-stop. Faire de l'auteur-stop. On dit apprendre les choses comme ça, rapidement, par petits bouts, mais pas lire vraiment les choses à fond comme lui le faisait. On ne peut pas le suivre sur ce terrain-là. Lui, il lisait les philosophes en entier, Freud en entier, etc. Il y passait ses nuits et ses jours. Nous, on ne peut pas faire la même chose, hein, bien entendu. Hein. Surtout que Platon, il y a des choses qui sont assez marrantes. Je vous lirai deux petits passages de Platon qui sont assez croquignolesques. Mais pour le reste, l'œuvre de Platon n'est pas extraordinairement drôle. Les dialogues encore, c'est pas mal. Hein, les dialogues, c'est pas inintéressant, les dialogues. Ça se dit assez facilement. Mais quand il part dans ses théories, notamment sur l'un, sur l'être, etc., alors là, oh, c'est quand même plus complexe. Et alors, il amorce la question qui va être un peu centrale dans le chapitre, en dehors de Platon, c'est la question du trait unaire. Donc je vous dirai ce que c'est tout à l'heure, hein. On ne va pas l'aborder tout de suite, on va revenir un petit peu à Platon. La question du trait unaire, c'est pas Lacan qui l'a inventé, c'est Freud. Hein. Il le dit d'ailleurs Lacan, il dit c'est pas de moi. C'est de Freud, et c'est la traduction du terme allemand Einzigerzug, qui s'écrit comme ceci. Einziger et plus loin Zug. J'ai vu que littéralement en allemand, moi je n'avais jamais fait d'allemand, Zug ça voulait dire train. Alors ça m'a surpris un petit peu parce qu'en fait c'est le trait ici. Mais bon, métaphoriquement c'est un peu ça quoi. Les wagons raccrochés c'est des traits hein, qui sont raccrochés les uns aux autres comme ça. Et c'est Freud qui a le premier sorti cette phrase-là, cette locution Einzigerzug, pour désigner une identification, un mode d'identification à un seul trait d'une personne ou d'un objet. Hein.
à un seul trait, à quelque chose de minuscule, si vous voulez. C'est ça. Et ça, c'est le deuxième protocole identificatoire chez Freud. Parce que le premier, chez Freud, c'est l'identification au père. Mais on s'en fout un peu de ça. On n'en parle pas. L'identification au père, surtout que, bon, elle n'est pas forcément à retenir. Par contre, celle-là, le deuxième protocole identificatoire chez Freud, c'est Einziger-Zug, c'est-à-dire le trait unaire. Hein. L'identification au trait, à un seul trait de quelqu'un. Par exemple, l'identification à un trait de la maman, de par l'enfant. Mais ça, je vous en dirai plus tout à l'heure. Je vais revenir sur le trait unaire, ne vous inquiétez pas, parce que c'est le cœur, c'est la racine de ce chapitre, cette histoire de trait unaire quand même. Mais c'est une question très complexe. Hein. Un jour, je vous avais dessiné un trait unaire, je vous avais dit comme ça, je vous avais dit, ce qui n'était pas faux d'ailleurs, je vous avais écrit, le trait unaire, c'est le lien qui unit le sujet au reste. Hein. Ce qui n'est pas faux, mais immédiatement. Pas d'interdit métaphysique en tout cas. Alors, il nous dit de lire Platon. Bon, alors, bon, c'est pour ça qu'on va être obligé de revenir un peu à Platon quand même. Je sais que c'est un peu emmerdant, mais bon, on y est contraint, sinon on ne comprend rien au chapitre. Alors Platon, par rapport au 1, U majuscule N, il a dit des choses. Mais vous vous rappelez que déjà, le philosophe Parménide, qui est plus ancien que Platon, hein, qui est avant Platon, Parménide avait déjà dit l'un est et le non-un n'est pas. Vous vous rappelez cette étrange locution hein, de Parménide, hein, qui voulait dire qu'on pouvait dire que l'un était, mais que le non-un, on ne pouvait pas en parler. C'était même pas la peine d'en parler, c'est du vide, il n'y a rien à en dire. Hein. Ce qui a gêné beaucoup Jacques Lacan, qui s'est dit, ben, si on pense comme ça, on ne peut pas faire de psychanalyse. Hein. Parce que l'un se trouve pris face, dans un néant. Dans un néant qui empêche l'association, si vous voulez, l'association libre ou liée, peu importe, en tout cas l'association qui se fait dans le cadre de la psychanalyse ou d'une psychothérapie, elle ne va pas se faire si on s'en tient aux théories de Parménide. Donc chez Platon, c'est différent. Chez Platon, c'est autre chose. Platon, il s'intéressait à ce qui ne change pas, à ce qui ne change pas, à ce qui est permanent. Donc du coup, c'est différent de Parménide, parce qu'avec Parménide, que l'un est, le non-un n'est pas, on se retrouve sur une espèce d'îlot d'existence du un qui existe, et puis après ça, c'est du néant. Donc on ne peut pas aller bien loin avec Parménide. Hein. Même si Lacan dit que Parménide, on devrait s'y intéresser plus et ne pas en rigoler. Il dit cette phrase quelque part dans le chapitre. Hein. Il dit, les savants se moquent de Parménide et ils prennent Platon au sérieux, on se demande bien pourquoi. Hein. Alors, parce que lui, finalement, Parménide, ça ne l'arrange pas, mais en même temps, il le considère comme un penseur important. Hein, Parménide. Qui donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, Parménide lui a succédé Socrate, et à Socrate lui a succédé Platon. Donc Platon et Parménide ne s'étaient pas rencontrés, ils n'ont pas pu. Mais j'étais pas si éloigné de ça en date de naissance et de mort. C'est des gens à peu près à la même époque quand même. Hein. Alors Platon, qu'est-ce qu'il dit? Le 1 n'est pas inscriptible. Voilà, donc c'est le sacrilège que j'ai fait là. Le 1 n'est pas inscriptible. La trace s'en effrayait dans le Parménide de Platon. Alors le Parménide de Platon, c'est pas de Parménide, attention, hein. Le Parménide de Platon, c'est un dialogue de Platon. C'est quelque chose que Platon a écrit, hein, qui s'appelle le Parménide. Puisque Platon, il a rendu grâce finalement à Parménide, d'une certaine façon, puisqu'il a écrit sur lui un dialogue complet. Hein, un dialogue complet dont on dira quelques mots. La trace s'en effrayait dans le Parménide de Platon. Alors Platon, il a écrit plusieurs trucs, des dialogues, et il a écrit un truc qui s'appelle La République. Donc, on ne va pas en dire grand-chose, mais dans La République, il dit quelque chose du 1, il dit que le 1 et le bien, c'est la même chose. Le 1, U majuscule, et le bien, c'est la même chose. C'est le principe de toute existence et de toute connaissance, et dont la beauté transcende toute l'expression. Alors ça nous amène presque à Dieu, hein, cette histoire-là, hein, chez Platon, dans La République. Le 1 est au-dessus de l'être, etc. Ça, c'est dans La République. Hein. Après, on arrête là pour La République. Après, on va aller dans le Parménide de Platon. Le Parménide de Platon, donc ce dialogue-là, il y a divers personnages qui sont là. Hein. Et Lacan nous dit, et Platon effectivement le formule, dans le Parménide, il y a deux hypothèses sur le 1. Alors ça ne nous simplifie pas la tâche, hein, mais vous les avez, hein, je vous les ai mises, hein, 1 et 2, A et B. Hein. Je vous les ai mises sur le petit papier. Il y a deux hypothèses sur le 1. Alors la première hypothèse, c'est le 1 est 1.
Il échappe à l'être et à la connaissance commune de la parole. Il ne peut être quelque chose de plus qu'un, car alors il serait multiple. C'est un absolu qui ne participe pas à la substance des choses. Donc c'est quelque chose, c'est un là qui se rapproche un peu de celui de Parménide quand même, hein, ce là de Platon. Il ne participe pas à la substance des choses. C'est-à-dire qu'il n'est pas consubstantiel à quelque objet que ce soit, si vous voulez. Hein. Il n'est pas solide. C'est un qui vaut valeur, si vous voulez, paradigmatique, exemplaire pour tout le reste, d'une certaine façon. Ce là, ce premier il est l'existence lui-même. Ce est l'existence lui-même. Donc ça se rapproche un petit peu du de Parménide, mais Platon ne rajoute pas le non-un n'est pas. Il ne rajoute pas ça à la différence de Parménide. Et l'hypothèse 2, et dont Lacan nous parle aussi, le 1 c'est l'être. Alors c'est différent, hein, parce que le 1 là il n'est plus tout seul. Le 1 c'est l'être. Hein. Ça, vous avez ça sur votre petit résumé, hein, je vous l'ai mis. Hein. Vous voyez 1 et 2. 1 est 1, et 1 c'est l'être. L'un c'est l'être, donc l'un désigne l'être, si vous voulez, dans la deuxième hypothèse, et à ce moment-là il est donc multiple. Il n'est plus unique, hein, si vous voulez, il se démultiplie à l'infini, à l'infini, pour faire du sujet, si vous voulez. Et là, il est connaissable parce qu'on peut le désigner. C'est un 1 qui désigne quelque chose, c'est un 1 qui désigne l'être, qui accouche de l'être d'une certaine façon, hein, une espèce de maïeutique de l'être à partir du 1. Et là, ça sent un peu le trait unaire déjà, hein. Bon, voilà, bon, comme ça. Il est connaissable, et on peut tout en dire, on peut en dire tout ce qu'on veut. À la limite, on peut le contester, même si vous voulez, puisqu'on dit c'est l'être, on peut le contester, en disant que c'est pas l'être, comme disait Parménide. On peut le contester. Ce qu'on ne peut pas faire avec la première hypothèse, un 1 absolu, un 1 absolu définitif. Bon voilà, à part nous couler le bec, ça ne fait pas grand-chose, hein, qui est au-dessus de toute chose, dans la première hypothèse. Il y en a une troisième, mais je vous l'ai dit, le 1 n'est pas. Mais on s'en fout, on la laisse tomber, elle est sans intérêt. Donc Lacan, en ce qui concerne la première hypothèse, le 1 et 1, il dit Lacan, ça revient à dire l'un est. L'un est. La première hypothèse, c'est l'un est, pour Lacan. Hein. Il a simplifié, si vous voulez. Je vous ai écrit ça aussi. Hein. L'un est. Et la deuxième hypothèse, c'est 7-1. 7-1. Voilà, Lacan les simplifie comme ça. Il les compresse comme ça. Pour que l'on puisse comprendre un petit peu Platon. Hein. Bon, je sais bien que c'est pas très marrant de faire Platon, mais en même temps, vous n'allez pas le faire souvent dans votre vie. Hein. Donc, profitons-en. Si on aborde un séminaire l'année prochaine, il ne sera pas question de Platon. Parce que je sais à peu près lequel on va faire, je vous dirai la prochaine fois. Mais il ne sera pas question de Platon. Donc, c'est bien la dernière fois qu'on en parle. Et on n'en a pas parlé de manière exagérée, si je puis dire. Donc, Lacan nous dit que dans sa doctrine non écrite, Platon pose deux genres opposés, l'un et la dyade infinie. Et la dyade infinie. Alors, oui, je pense que je voulais écrire ça aussi. Oui, c'est ça. Je vous l'ai écrit, quand vous voyez là, idée d'un, être, un être, un être, un être. Vous la voyez, hein, c'est la troisième ligne, ça. C'est la troisième ligne. Eh bien, la dyade dont parle Lacan, là, la dyade à l'infini, c'est l'un et l'être. Hein, c'est l'un et l'être. En communication. En communication. L'un étant la première valeur, hein, celle à laquelle on va se raccrocher notre wagon pour pouvoir nous désigner nous-mêmes, à la limite. Hein. Pas pour créer une identité. Non, c'est pas ça. Hein. Parce que le mot identité, j'ai vu qu'il a été repris aussi par pas mal de gens sur le net, des gens très calés. Mais le terme identité, moi, chez Lacan, j'en vois pas l'intérêt. Hein. Le moi, à la rigueur, le moi, le surmoi, le jeu, oui, mais l'identité, non. Ça voudrait dire une espèce de plénitude du sujet, l'identité, qui serait, à l'instar de sa carte d'identité, définissable presque dans son entier, si vous voulez. Quoi. Donc ça, c'est pas possible, lacaniennement parlant. Donc, l'un, la dyade infinie, parce que, en fait, si vous voulez, c'est comme je vous l'ai écrit là, si l'un permet l'être,
ben, ça fait un couple, ça fait un espèce de couple, un être, à l'infini. C'est ça la dyade lacanienne, hein. C'est ça la dyade dont il parle. Mais là où ça devient compliqué, en supposant que ça ne le soit pas déjà, là où ça devient compliqué, c'est que un être qui donne un être qui donne un être, eh bien, ils peuvent être différents les uns des autres. Ils peuvent être complètement différents les uns des autres, hein. Ils ne sont pas forcément semblables. Un être va donner un être dans la chaîne, mais ils peuvent être dissemblables. Et heureusement d'ailleurs. Mais vous inquiétez pas, parce que là-dessus, Lacan nous donne un exemple très parlant, hein, tout à l'heure. Que d'ailleurs, je crois que je vous ai écrit, je me semble, je ne sais plus longtemps, on verra ça tout à l'heure. Il donne un exemple, et qui permet, ça éclaire ce qu'il veut dire, hein, par rapport à cette histoire de la dyade, là. Mais ce qui veut dire en même temps, je peux vous le simplifier quand même à l'extrême, hein, en étant, je sais bien que les lacaniens vont encore me tomber dessus, mais je m'en fous. C'est que quand vous êtes au monde, ce qui vous arrive quand vous naissez, hein, eh bien, vous avez affaire à des objets, à vous-même, hein, et donc vous êtes liés. Vous êtes liés. Donc vous êtes lié à quelque chose qui fait que vous êtes être, hein, et ça à l'infini. À l'infini. Et donc, si les objets et vos choix objectaux, vos choix d'identification, les choses que vous aimez, sont pluriels, et bien du coup, ces espèces de binômes-là, un être, vont pouvoir se démultiplier à l'infini. À l'infini. Et à la fin du chapitre, Lacan, il nous balance un exemple carrément mathématique de ça. À partir simplement de 8 objets d'identification, on en arrive à 28 systèmes de dyade, vous voyez. Enfin bon, alors Jacques Alain Miller a beaucoup trop simplifié ça dans le bouquin, hein. Il balance ça comme ça, il met la formule, et puis il met 56 divisé par 2 égale 28, puis il n'explique rien. Bon, dans le texte originel, Lacan il développe, hein. Donc je voulais développer, moi, dans la fin, on verra ça en bas de la page, je voulais développer, parce que sinon on ne comprend rien. Jacques Alain Miller il balance ça comme ça, et on ne voit pas où il veut en venir. Alors, l'un est limite. Oui, l'un avec un U majuscule est limite. Bah oui, forcément, puisque de toute façon, l'un, on l'a pas. Mais c'est quelque chose de perdu, d'une certaine façon, si vous voulez, hein. C'est quelque chose de tellement formidable, l'un, de tellement fantastique et tellement, à la limite, tellement complet, tellement défini, qu'on n'y a pas accès. On n'y a pas accès. Donc, il pose exactement les limites de notre être, si vous voulez. Voilà. Il est genre suprême. Mesure des nombres, voilà. Condition de tout être, etc. Bien sûr, c'est sûr, hein. Alors, chez Platon, il y a une théorie, je vous en ai parlé aussi, oui, la théorie des formes. Vous voyez en dessous, là, hein, théorie des formes, Platon. La théorie des formes, c'est quelque chose de très célèbre chez Platon, hein. C'est même, chez Platon, ce qu'il y a de plus célèbre, hein, cette histoire de la théorie des formes. Elle n'est pas simple, hein, mais on peut la comprendre quand même, hein. On y a accès. On y a accès. Et cette théorie des formes, elle dit quoi? Je vous la simplifie à l'extrême. Elle dit qu'en fait, ce sont les idées abstraites seulement qui existent. Il n'y a pas de réalité des choses. Il n'y a pas de réalité des choses. Quand vous regardez un objet, par exemple, si moi je regarde cet écran, je vous dis que c'est un écran, mais ça ne veut rien dire. En fait, il n'existe pas. C'est parce que j'ai dit que c'était un écran, je le vois sensoriellement parlant, mais qu'est-ce qui m'assure qu'il est là, en réalité, à part moi-même? Mais est-ce que je peux avoir une certitude de moi à moi sur la qualité et la quantité de cet écran? Non, non. Donc en fait, je n'ai de certitude que de sa représentation intellectuelle. L'intellection, comme dit Platon, il appelle ça l'intellection. Hein. Je n'ai de certitude que là-dessus. Et donc la théorie des formes, chez Platon, c'est ça. Hein. C'est le fait qu'il n'y a que l'abstraction qui vaille. Ça s'appelle aussi la théorie des idées, hein. Des idées et des formes. Il n'y a que l'abstraction qui vaille, qui soit vraie. Quel que soit l'objet que je désigne, il n'a de certitude qu'au fait que je le pense. Hein. Cet objet écran n'a de certitude que du fait que je le pense. Mais il n'a pas de réalité extérieure. Voilà. C'est assez bizarre, hein, comme cette théorie des formes, hein. Quand on lit le texte, hein, c'est vraiment incompréhensible, hein. Mais voilà, je vous le formule, c'est pas faux ce que je vous dis, hein. Je ne suis pas en train de maltraiter Platon en vous disant ça comme ça de manière un peu simplifiée. Pas simpliste, simplifiée. Quand même, parce que c'est quand même ça, hein. Donc,
Et il dit d'ailleurs, Platon, pour nous faire comprendre ça, que l'intuition des formes, la réalité des choses est fausse, illusoire. Hein, l'intuition des choses, quand je vous dis ça, c'est un écran, ce n'est qu'une intuition. Hein, c'est qu'une intuition. Mais ce n'est pas vrai au sens d'une réalité absolue. Parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me contester le fait que ce ne soit pas un écran. Hein. Ou même quelqu'un qui est aveugle, qui vient ici, il me dit ah ben, je ne vois pas l'écran, moi. Je ne vois pas. Quelqu'un qui rentre dans l'amphi, il ne voit pas l'écran. Donc qu'est-ce qui lui dit qu'il y a un écran là, qui existe, hein? Donc il n'y a que l'abstraction. Par contre, l'aveugle peut se saisir de l'abstraction que moi je fais, hein, de l'idée que je formule, de la forme. Parce que la forme, c'est l'idée chez Platon, hein, c'est pareil. La forme dont je parle pour cet écran, l'aveugle peut se l'incorporer comme abstraction. Donc ça marque bien, si vous voulez, qu'entre humains, finalement, pour Platon, il n'y a que l'abstraction qui vaille. Le reste ne vaut rien. Le monde sensible, c'est ce qu'il dit, hein, le monde sensible, c'est celui de la sensorialité, celui que vous voyez, celui que vous touchez, celui que vous sentez, celui que vous entendez. Et bien celui-là, il n'a pas de réalité. Il n'a de réalité qu'à être intériorisé, intellectualisé, mis sous la forme d'une forme définitive qui servira de vérité sur cet objet. Alors ça peut être contesté, hein, cette théorie des formes chez Platon, mais elle n'est pas inintéressante, hein, parce que finalement, c'est un peu la théorie du concept qu'on trouve chez Socrate ou chez Aristote. On retrouve ça un petit peu, la théorie du concept. Parce qu'un concept, pour être valable, il ne doit pas être trop de vous, il doit être un peu extérieur au sujet du concept, hein, pour servir de paradigme, d'exemple. Sinon, ce n'est pas un bon concept. Si c'est un concept subjectif, totalement subjectif, je vous dis que telle chose est comme si, hein, ben vous êtes en droit de me dire, ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, si la chose est dite comme si, hein, comme abstraction recevable, le plus communément possible, alors là, oui, peut-être. Hein. Là, c'est possible. Vous voyez? Là, c'est recevable. Mais subjectivement, non. C'est pas recevable. Mais c'est un peu subtil tout ça, mais enfin bon, on arrive à comprendre quand même. Hein. Donc il dit que la forme, ben, c'est un modèle immuable, identique à elle-même, un modèle immuable, identique à elle-même, indépendante de la pensée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la projeter à l'extérieur. Vous en faites une abstraction intériorisée. Indépendante de la pensée, c'est pas tout à fait juste, mais enfin bon, puisque c'est quand même la pensée qui s'en saisit et qui l'abstrait. Et il dit, Platon, c'est tout à fait différent de l'opinion. Ah, mais l'opinion, ça c'est subjectif. Hein. Vous dites, ça c'est un bel écran, ou c'est un écran qui est là, c'est une opinion, ça. Donc celle-là, elle est parfaitement subjective et contestable. Contestable, hein. Contrairement à la forme, qui elle ne l'est pas. Pour Platon. C'est pour Platon tout ça. Hein. Parce qu'après, vous verrez que Lacan, Platon, il en dit de drôles de choses. Hein. Il y a un moment dans le chapitre, il dit Platon était débile. Et texto, hein, c'est écrit comme ça dans le chapitre. Platon était débile. Bon. Alors, après, on voit un peu pourquoi il dit ça. Mais enfin, quand même, bon. Donc, l'objet de la connaissance n'est pas le monde sensible. Oui, l'objet de la connaissance, c'est pas, pour Platon, ce qu'on peut voir, entendre, toucher, etc., sentir. C'est pas ça, le monde de la connaissance. C'est le monde de l'abstraction, de l'idée et de la forme, simplement. C'est bizarre, hein, quand même. Hein. On a du mal à accepter ça. Parce que nous, on se dit, mais quand même, nos sens ne nous trompent pas. Quand on touche quelque chose, on sait bien que c'est là, etc. Ben non, parce que c'est pas sûr. Parce qu'on a beaucoup critiqué le « je pense, donc je suis » de Descartes. Et ben c'est un peu la même chose, hein, finalement. Hein. Descartes s'était autorisé à dire que sa pensée subjective faisait qu'il y avait de l'être. Je pense, donc je crée un être. Moi-même, comme étant. Ce qui n'est pas platonien comme formulation, dit lacanien, hein, c'est sûr. Mais c'est en tout cas pas Platon. Descartes et Platon sont vraiment tout à fait à l'opposé. Hein. Et donc Lacan rajoute cette phrase que je viens de vous dire pratiquement mot pour mot. Il dit les formes, elles doivent exister hors de nous pour ne pas être subjectives et changeantes, indépendantes de nos opinions. On voit bien où ça va quand même là. Hein. Donc pour Platon, la connaissance vraie n'existe qu'au niveau des idées. C'est ce que dit Lacan hein, dans le chapitre. Pour Platon, la connaissance vraie n'existe qu'au niveau des idées. Et alors il dit ça dans le dialogue de Parménide. Hein, dans le dialogue de Parménide. Donc je répète, ce n'est pas quelque chose d'écrit par Parménide. Hein.
c'est un dialogue de Platon. Donc bien, Parménide était mort quand il a écrit ce dialogue de Parménide. Il était mort depuis longtemps. Donc, dans ce dialogue, eh bien justement, je me répète, mais Platon, si vous voulez, différencie le monde intelligible, le monde de l'abstraction, de la forme, des idées, du monde sensible, du monde du toucher, de l'ouïe, de la vue, etc. Ce sont des mondes qui sont totalement différents pour Platon, hein, qui sont clivés, si vous voulez, totalement. Alors c'est Lacan qui donne des exemples, deux exemples qui ne sont pas inintéressants. Vous allez voir. Il dit, bon, si on ne comprend pas bien ce que c'est que la forme, bien il dit, imaginez le bleu, la couleur bleue. Imaginez la mer, et vous dites la mer elle est bleue. Et après vous dites, mais le ciel il est bleu aussi. Ah, ça pose un problème, parce que est-ce que c'est le même bleu? Ça on ne sait pas. Hein. Donc, la sensorialité, si vous voulez, hein, ne nous permet pas de dire que c'est éventuellement le même bleu. C'est parfaitement subjectif ça, de dire que c'est le même bleu. Parce qu'une personne à côté de vous va pouvoir vous dire, non, tu vois bien que le ciel, c'est pas le même bleu. Il y en a un qui est plus dense, plus profond, voilà, l'autre tire un peu sur le vert, enfin n'importe quoi. Et voilà, donc il est presque impossible que vous trouviez deux personnes qui s'accordent totalement pour dire que c'est strictement le même bleu, le même spectre bleu. Et donc, du coup, Lacan dit, ça nous oblige à définir quelque chose d'étrange, hein, à définir une forme, une idée platonienne, la bleuité. La bleuité, c'est un peu étrange, hein, la bleuité, le concept de bleuité. Et si on définit un concept de bleuité, eh bien, il devient universel. À ce moment-là, si c'est une idée abstraite de la bleuité, acceptée par tout le monde, du coup, on peut s'accorder sur le bleu. Mais pas avec nos yeux, ni avec nos oreilles, ni avec le toucher. On ne peut pas. Hein. Voilà. Donc l'histoire de la bleuité, ça parle quand même, la mer et le ciel. Et il donne un autre exemple. Il dit, si vous regardez un arbre, vous allez dire, tiens, ça c'est un arbre. Et vous le voyez du fait de vos yeux. Vous avez un retour d'image. Hein, vous avez un feedback d'image qui vous revient dans le cerveau occipital pour vous dire c'est un arbre. Mais si vous fermez les yeux, vous avez le droit de fermer les yeux, hein, ben, l'arbre, vous en avez la souvenance, hein, le souvenir. Il vous a imprimé. Donc vous vous dites, ah, je pense à un arbre. Eh bien, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Hein, parce que l'arbre que vous avez dans votre cerveau, à ce moment-là, dans votre pensée, les yeux fermés, ce n'est plus l'arbre que vous voyez. Ce n'est plus le même. Ça, c'est quand même extrêmement parlant, hein, ça. Hein. Ce n'est plus le même arbre. Essayez de me prouver que c'est le même. C'est impossible. C'est impossible. Il devient abstraction, idée, forme. Une forme, à la limite, qui pourrait définir tous les arbres. Qui pourrait définir tous les arbres. Alors que le premier arbre que vous avez regardé ne définit pas tous les arbres. Vous allez dire c'est un saule pleureur, c'est un cèdre du Liban, un peu plié. Voilà, vous allez dire des choses sur lui, il est assez grand, il est petit, etc. Vous allez lui donner des qualités, des quantités, qui font que vous n'allez pas définir un arbre. Alors que si vous l'intériorisez en fermant les yeux, vous allez créer une forme de type platonicienne, qui va pouvoir définir tous les arbres. Vous voyez? Avec ce petit exemple lacanien, ça devient assez clair, je trouve, hein, quand même. Hein. Son exemple est assez génial. Alors, je reviens à Lacan, je laisse tomber Platon pour l'instant, et je vais revenir donc à cette histoire de trait unaire. Trait unaire, donc, qui n'est pas inventé par Lacan, je le répète, mais qui a été inventé par Freud, dans ce que Freud appelait les identifications. Parce que c'est Freud qui a commencé à parler des identifications. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une identification? C'est vouloir être comme quelque chose que l'on voit, ou que l'on perçoit, ou que l'on aime. Hein. C'est vouloir en prendre la totalité des traits ou une partie des traits. Hein. On se dit, cette personne-là me plaît bien, j'aimerais bien être comme lui. Hein. On entend un musicien qui joue merveilleusement bien du piano, on se dit, ah, ben, j'aimerais bien jouer du piano comme lui. C'est une identification, ça. C'est une identification partielle. On s'identifie à un trait du personnage, à savoir jouer du piano comme lui. Mais ça ne définit pas le personnage que vous voyez en train de jouer du piano dans son entier. Loin de là. C'est simplement qu'il joue du piano. C'est ce à quoi vous identifiez, c'est seulement ça. Hein. Et donc c'est seulement à un trait. Heidegger-Zug, c'est à un trait seulement, hein, du personnage. Donc ça pourrait être le trait unaire. Alors le trait unaire, c'est pas tout à fait exactement l'exemple que je viens de vous donner. Si vous voulez, le trait unaire, c'est l'identification primordiale, si vous voulez, primordiale à un signifiant disparu.
Lequel signifiant disparu? Lequel signifiant disparu? Ben, le S1. Le S1, le premier, le S1. Ce n'est pas réellement qu'il a disparu d'ailleurs, c'est que vous n'y avez plus accès. Hein. Il faut bien que dans le rang des objets qui sont les vôtres, il y en ait un premier. Vous ne pouvez pas nier ça. C'est absolument irrécusable ça. Hein. Il faut bien que dans les objets qui vous entourent, il y en ait un premier, fatalement. Et cet objet premier, dont on pourrait penser qu'il est dans un système de complétude, de perfection, eh bien vous le perdez. Hein, vous le perdez. En arrivant sur Terre, immédiatement vous le perdez, ce S1. Donc, pour ne pas le perdre totalement, pour en garder une sorte de souvenir, si vous voulez, une sorte d'accrochage qui est nécessaire, sinon vous êtes mort, vous êtes autiste, hein, eh bien il faut que vous fassiez une identification partielle à cet objet. Vous ne pouvez pas faire autrement que de faire une identification partielle à cet objet, parce qu'il n'est plus là. Et comme il n'est plus là, comme vous l'avez perdu, vous êtes obligé de vous identifier partiellement à lui. Hein, par une petite identification, si on pourrait dire ça, toute petite. C'est Aristote qui dit ça, c'est Lacan qui le reprend dans le... Je crois que je l'ai écrit ça aussi. Donc il dit Lacan, S1 est perdu, donc on fait une identification partielle en n'en prêtant qu'un trait à cet objet perdu, éventuellement à une personne. Hein. Alors, on va reprendre l'exemple du stade du miroir, par exemple. Hein. L'exemple du stade du miroir, vous savez, voilà, voici le miroir, et voici le sujet enfant ici, et voici l'autre ici. Je simplifie beaucoup, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que le stade du miroir, c'est ce dont je vous parlerai de manière assez brève la prochaine fois. Je vous parlerai du stade du miroir, de manière décontractée. Hein, parce que c'est très intéressant, le stade du miroir. Et le stade du miroir, ça permet une approche psychothérapeutique des enfants très particulière. Quand on le maîtrise, il y a des tas de choses que l'on voit, qu'on ne voit pas si on ne le connaît pas. Hein. Donc c'est quand même intéressant. Voilà, le stade du miroir, en tout cas, c'est le fait que le sujet s'approprie l'autre pour construire son moi. S'approprie l'autre pour construire son moi. Pas son identité. Pas son identité. Contrairement à ce que j'ai lu hein, sur Internet, parce qu'il y a un débat là-dessus. Moi, pour moi, non, c'est pas une histoire d'identité. Identité en psychanalyse, je pense que ça ne veut rien dire. Donc, c'est pour la construction de son moi. C'est-à-dire de quelque chose, c'est une identité si vous voulez, mais enfin, elle est si imparfaite qu'on ne peut pas dire c'est l'identité de monsieur ou de madame Intel. Hein, parce que c'est l'identité de monsieur Intel, ça serait quelque chose de définitif et de borné. Donc, votre identité, elle a pour qualité d'être parfaitement incertaine. Hein, parfaitement incertaine. Hein. D'ailleurs, regardez, quand vous voulez aller aux États-Unis, si vous faites une photo d'identité, on vous demande de ne pas sourire, vous voyez. On vous demande de ne pas sourire sur la photo. Hein, de façon à ce que... Parce que si vous souriez, ça pourrait être quelqu'un d'autre qui serait sur la photo. Ça pourrait être une espèce de tricherie, vous voyez, qui serait sur la photo. Hein. Donc vous voyez à quel point c'est fragile quand même, cette histoire de sensorialité, de perception et tout ça. Et puis de et de traits unaires, de relation à un objet. Hein. Et donc, le douanier qui veut que vous ne souriez pas, il veut que l'accès à vous soit simple, hein, et que ce soit une personne sans sourire. Ce qui est déjà une approche partielle du sujet. C'est du trait unaire, à la limite, si vous voulez, à la douane. Hein, puisqu'on vous demande d'être d'une certaine façon, et pas d'une autre. Donc, le douanier va pouvoir s'identifier pour savoir si vous êtes quelqu'un de dangereux ou pas à une personne qui ne sourit pas. Parce que si vous mettez à sourire, il est perdu. Il ne peut plus hein, vous identifier comme étant dangereux ou pas. Donc, ouais. C'est un peu étrange, mais bon. Alors on s'oblige à faire des photos d'identité en souriant. Hyper sérieux. Hein. Mais maintenant c'est obligatoire. Hein. C'est comme ça. Enfin là je vous donne un exemple un peu radical, mais bon après tout pourquoi pas. Alors, Lacan donne un exemple qui est très connu hein, pour comprendre un petit peu, intérioriser ce que c'est que le trait unaire. Il dit le trait unaire, vous n'avez qu'à penser au chasseur. Le chasseur, il va à la chasse avec son fusil. On peut supposer que le fusil a une crosse en bois, par exemple. Et puis, quand il a tué un bison, autrefois, il n'a pas le fusil, ah bon. Quand il a tué un animal, le chasseur, eh bien, il peut faire une marque sur sa crosse. La première marque. Et Lacan dit, en fait, la première marque, c'est le 1, UN. U majuscule N. C'est le 1 à partir duquel on peut compter. À partir duquel on peut compter. S'il n'y a pas de 1 originel, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter, c'est impossible. Et ensuite,
à la suite du 1 vont se succéder d'autres 1, parce que, après tout, le chasseur, il peut tuer beaucoup d'autres animaux, donc il peut mettre beaucoup d'autres coches sur sa crosse. De la même façon que les aviateurs, vous savez, les aviateurs pendant la guerre 39-45, les aviateurs anglais, les Allemands aussi d'ailleurs, quand ils abattaient un avion, ils mettaient un signe sur ou un petit avion, ou je sais pas quoi, un signe sur leur carlingue. Et ils en mettaient autant de signes qu'ils avaient abattu d'avions. Jusqu'à qu'ils se fassent abattre eux-mêmes d'ailleurs. Après, il n'y avait plus de signes. Hein. C'était rayé, ils étaient barrés après. Hein. C'est eux qui recevaient le signe en pleine poire. Et donc, après, une fois que le 1 a engendré, si je puis dire, du 1 minuscule, et bien le 1 minuscule, il va y en avoir des tonnes après. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Hein. Du 1, du 1, du 1, du 1. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Il y a une multiplicité de 1. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques. Alors Lacan dit ceci qui est assez étrange. Hein. Il dit ils ne sont ni identiques ni différents. Ni identiques ni différents. Alors on se dit merde, s'ils sont ni identiques ni différents, c'est difficile à comprendre. Quoi. Hein. Ni identiques ni différents. Les 1 qui se succèdent comme ça. Non, mais on peut comprendre si on reprend le petit stade du miroir. Là. Le petit stade du miroir. On peut supposer que la mère fait office de 1. Pourquoi pas? On peut supposer que la maman fait office de 1. Donc cette mère, elle va dire à son enfant, oui, ce que tu regardes dans le miroir, c'est bien toi. C'est ton moi. C'est ton moi. Et donc elle va lui faire un petit signe qu'on peut appeler plus, parce qu'elle va dire oui, c'est toi. C'est un signe positif, oui. Oui, c'est toi dans le miroir, mon petit. Hein, donc mon enfant. Donc ce signe plus là, eh bien ça, c'est un trait unaire, si vous voulez. C'est un trait unaire, ce petit signe plus là. Mais donc, il faut pouvoir s'y raccrocher pour pouvoir, si vous voulez, exister. Et c'est à partir de celui-là qu'on va pouvoir compter. On ne pourra pas compter avant que ce petit plus-là, qui est un 1, ici, ait été donné par la maman, si vous voulez. C'est pas possible. On ne va pas pouvoir. Alors pourquoi cette histoire de différent et de semblable en même temps? Différent et pas différent. Différent et pas différent. Et bien parce que quand l'enfant s'identifie, si vous voulez, aussi à la positivité maternelle, eh bien, on peut dire qu'il s'identifie au même, c'est-à-dire à sa maman. Hein. Il est d'accord avec sa maman sur cette identification au oui, c'est toi. Au oui, c'est toi. Il est d'accord avec elle. Donc là, il y aurait une forme d'identitude, mais pas totale. Mais pas totale. Puisque ce n'est pas toute la mère, c'est simplement son acquiescement. Vous voyez? Donc c'est partiel. Hein. Et pourquoi est-ce que c'est différent? Ben pour la même raison que c'est différent. Parce que précisément, ce n'est pas toute la mère. Donc ça va être différent, ça va être à la fois semblable et différent. Semblable parce que c'est quand même sa mère, donc c'est un peu lui, mais différent parce que ça ne va pas être toute la mère. Vous voyez, ça ne va pas être la mère dans son entier. Hein. Bon, c'est un peu subtil tout ça, mais on voit ce que Lacan veut dire, quoi. En même temps, c'est pas si complexe parce que vous savez très bien que les objets que vous égrenez dans votre existence, les objets de vos choix affectifs et identificatoires, sont tous différents les uns des autres. Hein, vos objets de choix. Et si vous pouvez faire des choix d'objets identificatoires, des choix aimés, des choix d'objets aimés, c'est parce que vous en avez fait un premier à partir de l'acquiescement maternel, du oui maternel. Sinon, vous ne pourriez pas accrocher les wagons du zouk, justement les wagons du train, là. Vous ne pourriez pas faire du zouk. Hein. Ça ne serait pas possible, quoi. Ça serait vraiment très compliqué. Je pense que, avec ce que je vois, la manière dont je vois comme ça, il va y avoir tout un tas de lacaniens parisiens qui vont être furieux. Mais je m'en fous. Je m'en fous complètement. Donc, alors, dans ce petit stade du miroir, il y a une chose étrange qui se produit, c'est que Lacan avait remarqué, comme François Zolto, qu'assez souvent, quand on demande à un enfant de dire combien tu as de frères et sœurs, demander ça à un petit, souvent il se compte lui-même. Hein. Il va dire, par exemple, on lui demande combien tu as de frères et sœurs. Eh bien, j'en ai 3. Et puis Lacan donne l'exemple, il dit, par exemple, Paul, Ernest et moi, dit l'enfant. Mais c'est normal, parce que ici, dans le stade du miroir, là, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'intériorise, si vous voulez. Il attrape l'autre pour le mettre en lui-même, pour faire son moi. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne se compte pas dans le décompte d'une famille.
Il n'y a pas de raison qu'il ne se compte pas quand il est petit. Parce qu'il n'a pas encore pu, si vous voulez, s'éloigner de cet objet premier là encore. Hein. Il n'a pas pu l'objectiver encore suffisamment, le distancier de lui suffisamment pour en faire un objet extérieur à lui-même. C'est-à-dire se faire lui-même extérieur à lui-même. C'est assez compliqué quand même pour un enfant ça. Et donc il va se compter, en s'étant intériorisé, il va se compter lui-même dans la fratrie. Il va dire j'en ai 3, alors qu'il n'y en a que 2 autres. Hein, voilà. Alors, Lacan dit le corps est une forme de l'un. Oui, le corps est une forme de l'un, parce qu'on peut dire ça d'une certaine façon. Si on parle du corps propre, quand on dit le corps propre de quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire le corps qui ne parle pas. C'est le corps dans son entier, si vous voulez, hein, dans sa finitude parfaite. Hein, le corps. Le corps, ça serait presque le corps du mort, à la limite, hein, le corps propre. Presque pratiquement, si vous voulez. Le corps propre, ça serait presque la viande, quoi. Hein, mais dans son entier, dans sa totalité, comme totalité, quoi. Hein, comme globalisé. Et donc on peut dire que le 1, oui, ça, après tout, pourquoi pas, ça pourrait être une forme de l'un. Ça pourrait se discuter. Hein. Et c'est là qu'il dit, page 126, c'est là qu'il dit, il est extraordinaire que les savants ricanent du Parménide alors que le banquet de Platon est pris au sérieux. C'est vrai, hein, on étudie toujours le banquet de Platon et on ne parle jamais du Parménide. Pourquoi? Parce que ça, c'est des... pourquoi si? Moi je vais vous dire pourquoi, parce que ça, ce sont des rituels universitaires. Hein. Il a été dit en 1930, c'est moi qui dis ça, hein, ou même avant, en 1902, qu'à l'université, on ne parlerait que du banquet, on continue à parler que du banquet. Hein, voilà, dans la répétition, du semblable et à la fois du différent. Quoi, hein, parce qu'on ne va jamais en parler pareil. Hein, donc on tombe dans cette espèce de diade dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc c'est l'université qui travaille un discours qui se répète comme ça indéfiniment dans une ritualisation de lui-même. Hein, et donc, on se dit, il n'y a que le banquet qui soit intéressant chez Platon, le reste ne l'est pas. Hein. Bon, ben. En même temps, Lacan, il a un peu donné là-dedans, parce que dans le séminaire Le Transfert, il parle essentiellement du banquet. Hein. On l'a fait ici. Hein. Donc, voilà. Alors, dans le Parménide, dans le banquet de Platon, il y a un dialogue qui est d'Aristophane, qui était un guerrier, vous savez, un guerrier grec, qui était plutôt un bellâtre, content de lui. C'était celui qui était amoureux de Socrate. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous en ai parlé ici déjà. Il était amoureux de Socrate, qui était curieux, parce que lui c'était un jeune et faible, très très jeune, beau, magnifique, etc. Guerrier valeureux, content de lui. Et alors que Socrate était un vieillard, quand même déjà, considéré comme, il n'était pas vieux, mais à l'époque il était considéré comme un très grand vieillard. Mais Aristophane avait pour lui... voilà. Alors, Aristophane, il énonce pas quelque chose à Socrate, là il parle du mythe. Il parle d'un mythe, Aristophane. Et je vais vous le lire tel que Platon l'a écrit, parce que c'est assez amusant, et puis c'est facile à comprendre. Il n'y a pas de détour particulièrement complexe là-dedans. Alors, Platon dit ceci dans la bouche d'Aristophane, dans un dialogue. Il dit « Jadis, notre nature n'était pas ce qu'elle est actuellement. D'abord, il y avait 3 espèces d'hommes. » Donc 3 espèces, déjà, on se demande ce que c'est. « Et non 2 comme aujourd'hui. Le mâle, la femelle, et en plus de ces 2-là, un 3e, composé des 2 autres. L'espèce disparue, le nom seul reste aujourd'hui. C'était l'espèce androgyne, qui avait la forme et le nom des 2 autres, dont elle était formée. De plus, chaque homme était de forme ronde, sur une seule tête, 4 oreilles, 2 organes de la génération, et tout le reste à l'avenant. Zeus coupa les hommes en 2, or quand le corps eut ainsi été divisé, chacun, regrettant sa moitié, allait à elle avec le désir de se fondre ensemble. Voilà. C'est beau quand même, hein, comme texte. Là, vous voyez que Platon, finalement, c'est pas toujours ennuyeux. Quand on lit des passages comme ça, c'est plutôt assez marrant quand même. Hein, avec ce bonhomme, avec ses 4 oreilles, ses machins, tout ça. Et puis Zeus qui arrive là. Pourquoi Zeus les coupe en 2? Eh bien parce que Zeus est jaloux. Parce que Zeus voit une espèce d'homme protéiforme, si vous voulez, un homme pluriel, plus qu'un homme, un homme plus. Et ça ne lui plaît pas du tout, ça. Parce que Zeus se dit, oh là là, mais ce plus-homme-là, il tente bien de se rapprocher des dieux, et de moi, et de me rivaliser. Donc il y a une jalousie de Zeus par rapport à ça, et il le coupe en 2. Et donc, que dit Lacan par rapport à cette histoire de Zeus qui coupe en 2 l'homme? Eh bien, il dit c'est le 1 qui est coupé en 2. C'est le 1 qui est divisé, qui est coupé en 2.
premier, le 1 perdu, qui est coupé en deux. Le 1 perdu qui est coupé en deux. Et il fait cette remarque, page 127, que là vous pouvez comprendre parce qu'on en a beaucoup parlé du fait que vous savez, vous vous rappelez de cette phrase, le rapport sexuel n'existe pas, cette phrase de Lacan, hein, qui voulait dire que le rapport sexuel ne créait pas d'unité, hein, n'amenait pas à une forme unique, etc. Ne créait pas de l'un. Le rapport sexuel ne crée pas de l'un. Contrairement à notre vœu. Notre vœu, c'est que le rapport sexuel, l'alliance sexuelle de deux êtres, crée une forme unique. Ce que Lacan appelle la bête à deux dos. Hein. Mais bon, ça marche, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Donc voilà, ça fait pas de l'un. Et donc, il a été divisé. Et il fait cette remarque, page 127. Il dit, le fait que Platon nous ait dit que le 1, l'homme qui tend vers le Dieu, là, cet homme qui tendait vers la volonté d'être Dieu, a été divisé en deux, il dit, ce n'est pas précisément dire que ce soit l'un qui règne sur l'éros. Ce n'est pas précisément dire que ce soit l'un qui règne sur l'éros. Autrement dit, le fait que les gens couchent ensemble, ça fait jamais d'un. Ça fait jamais un, parce que Zeus nous a coupés en deux, à un moment donné. Alors bien sûr, c'est métaphorique, hein, mais en même temps, c'est psychanalytique aussi. Hein. Nous sommes pris dans une dualité qui est marquée ici dès le stade du miroir. Hein. L'altérité nécessaire, l'altérité incontournable de la construction du moi fait que l'on est deux tout le temps. Hein. On est divisé, on est clivé entre notre moi et l'autre, entre le moi idéal, dont parlait Freud, et Lacan aussi après, et l'idéal du moi. Mais ça, je vous en dirai plus la prochaine fois, pour ces deux histoires-là. Et donc, ça ne fait pas de l'un. Et c'est pour ça que Lacan dit, page 127, ce n'est pas... Alors, après avoir lu Platon, ce n'est pas précisément dire que ce soit l'un qui règne sur l'éros, qui règne sur l'amour. Ben non. L'un, U majuscule L, ne règne pas sur l'amour, puisque le fait de se réunir sexuellement, ça ne crée pas une unité. Hein, ça ne crée pas une unité. Même si lors des mariages, on peut nous dire, eh bien, vous allez vous marier, ne soyez plus qu'un, hein, ensemble. Soyez ensemble jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort vous sépare quand même. Vous voyez que finalement, il n'y a pas une assurance certaine du côté du curé ou bien du côté du maire, puisque jusqu'à la mort vous sépare. Ça veut dire que Zeus va revenir, hein, à la fin, et vous recoupez en deux, hein, de toute façon. Si vous avez eu la tentation d'être un dans le couple, même hors relation sexuelle, cette tentation-là, elle est vite sabrée. Hein, sabrée. Par Zeus ou par quelqu'un d'autre. Et là, c'est Zeus ici, dans notre fantasmatique d'aujourd'hui, c'est Zeus, hein, puisque c'est Platon dont on parle. Voilà. Enfin, on aurait pu trouver autre chose chez d'autres auteurs. Alors il dit, après la page 127, il dit Lacan, le premier pas de l'expérience analytique est d'y introduire l'un, comme l'analyste qu'on est. Donc c'est sûr, il veut dire par là que le sujet en analyse, ou en psychothérapie, il a tendance à prendre, il aurait le souhait de prendre son thérapeute pour un 1, U majuscule N. Mais Lacan nous dit, attention, nous ne sommes pas un du tout, qu'on est. Moyennant quoi, le premier ordre de manifestation de l'analysant est de vous reprocher de n'être que un parmi les autres. Mais ces autres, il n'a rien à faire avec eux, il voudrait être le seul avec vous pour que ça fasse deux. Vous voyez, au départ, il pourrait penser que vous êtes un, en totalité, mais après tout, il préfère vous voir, vous connaître seul avec lui, donc de un à un, de un à autre, comme cela, pour que ça fasse deux. Et Lacan dit, Lacan retourne la proposition platonicienne, et de Zeus, il fait du Zeus à l'envers, il dit, ce deux, c'est l'un où il se divise. Ce deux, c'est l'un où il se divise. Hein, ce deux-là. Ce deux, dans la psychothérapie, dans la psychanalyse, c'est l'un où il se divise. Et du coup, on peut dire il y a de l'un, parce que il y a un chapitre après qui s'appelle il y a de l'un, on ne fera pas. Hein. Il y a de l'un. Mais il y a de l'un, c'est pas très difficile à comprendre, parce que de toute façon, comme je vous dis tout à l'heure, que le 1 engendrait l'être, voilà, et puis que après il y avait du 1, 1, 1, 1, 1, et bien il y a de l'un, oui, effectivement, il y a de l'un, il y a de l'un, il y a de la répétition, il
Il y a de l'un tant qu'on en veut. Ça, c'est pas problématique de l'accepter. Et donc, il y a de l'un aussi quand vous êtes en psychothérapie, quoi. Parce que, d'une part, le psychanalyste ou le psychothérapeute n'est pas un, UN, il ne l'est pas. Et d'autre part, eh bien, il est illusoire de penser que vous êtes le seul, vous êtes le seul soigné par lui. C'est le vœu que l'on pourrait faire, hein, que le psychothérapeute soit tout à nous, entièrement à nous, mais il ne l'est pas. Il est aussi à d'autres soignés. Alors il est à vous le temps de votre séance peut-être, et encore, pas sûr, pas sûr, on va avoir un doute là-dessus, hein. Parce qu'on peut se dire, après moi, il y en a un autre qui va arriver. Il y a un autre un qui va arriver, un petit un qui va arriver. Puis encore un autre petit un. Il y a de l'un, il y en a plein, il y en a plein d'autres. Donc on n'a pas l'exclusivité souhaitée, si vous voulez. Hein. Exclusivité adorée, fantasmée, etc. Eh bien, on ne l'a pas. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que comme ça nous permet d'aller vers quelque chose qui est la frustration, la castration, le manque, etc. Ce qui est bien le propos de la psychanalyse et de la psychothérapie. Hein. C'est de marquer au sujet son manque. Pour qu'il accepte ce manque-là, pour qu'il intériorise comme étant ce qu'il est, un sujet en défaut, un sujet en défaut. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la question de l'identité, hein, moi je ne vois pas trop ce que ça désigne en psychanalyse. Après ça, il dit, on me casse les pieds avec le rapport du discours analytique à la Révolution. Oui, parce que c'était peu après 68, hein, ce séminaire-là. C'était très peu de temps après 68, donc il dit ça. Alors c'est vrai qu'on le branchait sans arrêt là-dessus, Lacan, sur la Révolution. Oui, mais la Révolution, vous en faites quoi, M. Lacan? Ça l'agaçait prodigieusement. Non, c'est pas la Révolution qui l'agaçait, c'est la question, quoi. Hein. Alors il répond à cela, page 129, il répond il n'y a aucun germe de relation dans le fait analytique, parce que, pardon, excusez-moi, il n'y a aucun germe de révolution dans le fait analytique, parce que ça n'a rien à voir avec le vague à l'âme qui peut prendre à tout bout de champ. C'est comme ça qu'il définit la révolution, Lacan. Hein. C'est à prendre ou à laisser, hein. Ça c'est vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, hein. Mais il dit, en gros, il dit la révolution, c'est une sorte de vague à l'âme qui peut prendre à tout bout de champ. Bon, peut-être, je n'en sais rien, peut-être. C'est peut-être pas plus idiot, hein, de définir la révolution comme ça, qu'autrement. Hein. Et donc, si c'est simplement un vague à l'âme, effectivement, la révolution, ou si c'est surtout un vague à l'âme, eh ça n'a pas effectivement à voir avec le fait analytique. C'est vrai. Alors, alors il reparle de Parménide comme ça, juste un petit peu, très brièvement, il reparle de Parménide en disant l'un, avec un E majuscule, Parménide lui passe la main dans le dos. C'est drôle comme formule, hein. Parménide lui passe la main dans le dos. Pourquoi est-ce qu'il dit ça de Parménide, Lacan? Pour une raison très simple, hein, en fait, quand on y réfléchit un peu. Rappelez-vous, hein, Parménide disait l'un est, et le non-un n'est pas. Donc le non-un n'est pas, on laisse tomber, le non-un n'est pas, au revoir, on garde juste l'un est. Donc du coup, si l'un est, eh bien on dirait qu'on pourrait dire que cet un-là, il est seulement dans son actualité. Il n'est que dans son actualité. Hein? Il cause avec lui-même, d'une certaine façon, si vous voulez, quoi. Il cause dans son actualité avec lui-même. Donc, il a quelque chose de formidable, quand même, cet un unique là. Hein? Et donc, Lacan dit, on peut le caresser quand même un petit peu dans le sens du poil, cet un de Parménide là, parce qu'il est, étrangement fantastique, étrangement formidable, quoi. Hein? D'être entouré que du néant et d'être lui sur une espèce d'îlot d'être, hein, un îlot d'être qui ne se définit que d'être lui-même. Donc effectivement, quand on lui dit, ben voilà, on peut le caresser dans le sens du poil, ça, parce que quand même c'est pas ordinaire quand même, de penser qu'on peut construire un de la sorte avec un non-un qui n'est pas. Hein. C'est peu probable qu'on puisse faire ça. Mais ça peut nous fasciner. Et si ça nous fascine un petit peu, ce 1 du Parménide, eh bien on peut le caresser dans le sens du poil, si on est un peu fasciné. Si on n'est pas fasciné, on passe notre chemin. Et puis c'est tout. Hein. Alors après, il dit, pour tout dire, Platon était lacanien. Il ne pouvait pas le savoir. En plus, il était un peu débile. C'est là qu'il se fait, page 131. En plus, il était un peu débile.
Ce qui l'a sûrement aidé. Ce qui l'a sûrement aidé. Oui, parce que, en fait, dans la bouche de Lacan, c'est pas forcément péjoratif de dire ça. Il était un peu débile, ce qui l'a un peu aidé. Parce que Lacan, pour lui, ce qui est débile, c'est le discours universitaire. Pas les universitaires. Il ne dit pas que les universitaires sont débiles. Il dit que le discours universitaire peut être débile quand il est uniquement dans la répétition. Pas forcément la personne qui l'énonce, mais le discours lui-même. Voilà. Parce que la personne qui l'énonce, elle est parfois un peu contrainte de l'énoncer, ce discours répétitif, et qui s'affadit, si vous voulez, hein, qui s'estompe avec la répétition. Donc il devient une espèce de débilité. Débilité, ça veut dire faible, hein. Ça veut dire faible en latin, débilité. Donc cette faiblesse, eh bien, il faut l'accepter, bien entendu, mais il dit ça de Platon parce que Platon tient deux discours en même temps. C'est ce qu'on a énoncé tout à l'heure, hein. Alors, c'est plutôt une richesse que Platon puisse tenir deux discours. Parce que finalement, Parménide, il n'en tient qu'un. Parménide, il dit l'un est. Au revoir. Hein. Platon, c'est plus compliqué. Il dit l'un est, d'accord, mais après, il y a l'âme aussi. Il y a l'âme qui nous relie aux objets. Hein. Et ça, indéfiniment. Donc, si vous voulez, chez Platon, c'est en perspective. Chez Parménide, c'est complètement arrêté. Chez Platon, tout est en perspective, en devenir, du fait de l'âme et de la jonction de l'âme et des objets qui nous environnent. L'âme nous permet, l'âme platonienne nous permet d'avoir des liens avec les autres, avec un tel, d'être ami avec un tel, amoureux d'un tel, etc. Vous voyez, ou bien détester quelqu'un. Voilà, c'est l'âme qui nous permet ceci, ou de faire des choix d'objets d'un tel ou un tel, ou de tel objet matériel aussi, hein, bien sûr. Hein. C'est possible. Et donc, du coup, finalement, cette débilité, cette prétendue débilité platonicienne, elle ne l'est pas tant que ça, parce que le discours de Platon, qui dit qu'il y a une âme, etc., elle peut être vécue comme débile, mais c'est quand même elle qui permet qu'il y ait de la perspective, qu'il y ait de l'espérance, qu'il y ait de la projection. Voilà, hein. Sinon, il n'y en a pas. Avec Parménide, il n'y en a pas. Hein. Avec Parménide, c'est désespéré, si vous voulez, de cette façon. Alors qu'avec la débilité de Platon, on peut aller plus loin, parce que lui, il s'aventure dans des trucs genre l'âme, Dieu, etc. Et donc, ça nous donne, ça donne de la ressource, cette affaire-là. La ressource, on peut croire en des choses, on peut avoir la foi en tout un tas de choses, en perspective, chez Platon. Donc, vous voyez que le terme de débile, chez Lacan, il est employé de manière particulière, là, quand même. Hein. Il ne faut pas l'entendre comme ça au pied du mot, au pied de la statue du mot. Donc, oui, il me revient un exemple pour le trait unaire, parce que ça m'est venu en regardant la télévision. Je vous ai donné l'exemple de la maman qui dit oui à son enfant, mais je peux donner un exemple un peu plus triste d'ailleurs, malheureusement, mais enfin bon. J'ai vu un documentaire sur les camps de concentration, etc. Il en passe régulièrement à la télévision. J'en ai vu un où un monsieur qui est mort depuis, il avait 100 ans, mais il racontait quand même ce qui lui était arrivé pendant les camps. Il y a eu un moment, vous savez, où les camps se sont vidés parce que les Américains et les Russes arrivaient. Donc les Allemands vidaient les camps et obligeaient les prisonniers à marcher pendant des centaines de kilomètres dans la neige, etc., pour aller vers un autre camp et fuir les Américains et les Russes. Et ce monsieur-là, il racontait, d'ailleurs c'était très émouvant d'ailleurs, il racontait comment il marchait et comment il n'en pouvait plus. Et il disait, si je tombe, ils vont me tuer. Parce qu'effectivement, les Allemands, à ce moment-là, les nazis, si un prisonnier déporté tombait, eh bien, il lui mettait une balle dans la nuque, il ne s'emmerdait pas, puis il le jetait dans le fossé, c'était terminé. Donc tous ceux qui étaient faibles et qui tombaient, et qui ne pouvaient plus suivre la marche, ils étaient abattus. Et donc, il disait, mais heureusement, il y avait des gens derrière nous, très souvent, qui nous mettaient la main sur le bras, comme ça. Ils nous mettaient la main sur le bras quand ils voyaient qu'on chancelait devant eux. Parce qu'ils se disaient, oh, celui-là, il chancelle, il ne va pas tarder à tomber, s'il fait le moindre faux pas, il va recevoir une balle dans la nuque. Donc, je vais lui mettre la main sur son bras, là, comme ça, et du coup, ça va lui donner une espèce d'espoir, de ressort, de force, une espèce de force qui va lui permettre de continuer. Et ce monsieur-là, ça lui est arrivé.
il a dit, il y a eu un moment, moi je ne pouvais plus marcher, j'étais exténué, etc. Je savais que j'allais mourir, tant pis, je vais tomber, je vais être assassiné, c'est pas grave, c'en est terminé, j'en peux plus. À ce moment, il a senti la main. Il a senti une main d'un monsieur qui était derrière lui, sans le voir, sans le voir. Il ne le voyait pas, parce qu'il était absolument interdit de se retourner. Une personne qui se retournait pour parler avec un autre ou lui dire merci ou je ne sais pas quoi, était immédiatement abattu. Il ne fallait pas parler, il fallait marcher, c'est tout. Et donc il disait, cette espèce de main-là, d'un inconnu finalement, de quelqu'un que je ne vois pas, eh bien m'a permis de, non pas de ressusciter, mais pratiquement, de ressusciter pratiquement d'entre les morts, de ne pas mourir. Et donc c'est un trait lunaire ça, parce que cette espèce de 1 qui avait derrière lui, il ne le voit pas, il ne le voit pas, il ne sait pas qui il est, et il ne le saura même peut-être jamais, parce qu'il ne pourra pas se retourner, ou peut-être que même celui qui sera derrière sera tué avant lui, donc il ne saura pas, il a simplement cette sensation-là, et donc il y a une identification partielle à cet homme qui est derrière lui, partielle parce que c'est simplement la main, la sensation de la main sur son bras, et il faisait ce geste-là, le geste que vous faites, c'est le geste qu'il faisait ce monsieur-là à la télévision, ce geste-là. Il dit, je me souviens de ce geste, il dit, c'est un geste que je ne pourrai jamais oublier. Vous voyez, la marque du trait lunaire, de la même façon que l'enfant ne peut jamais oublier le oui de sa maman, c'est toi, bien cet homme n'avait jamais oublié, il dit, jusqu'à ma mort, je me souviendrai de ce geste-là qu'on a fait vers moi, et qui m'a permis de me redresser et de marcher, etc. Ben, c'est un trait lunaire, parce que derrière lui, ben, il avait un S1, un S1, quelque chose qu'il ne voyait pas, qui était perdu pour lui, puisqu'il ne pouvait pas le regarder, qui était perdu, mais qui quand même, mais avec qui quand même il pouvait faire une identification partielle, juste le geste là, sentir, identification à la main du sujet, et au ressenti de sa main sur son bras, pouvoir continuer. Ben, si ça c'est pas un trait lunaire, j'en connais pas d'autre, sincèrement, ça bien. Magnifique d'ailleurs, magnifique. Donc ce monsieur racontait ça, et ça m'a frappé, parce que j'ai pensé à ça tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est curieux ce qu'il raconte là. C'était assez bouleversant quand même. Alors, pour terminer, Lacan, il nous dit que eh bien, les objets auxquels on s'identifie, ils sont multiples, ils sont même en quantité infinie, parce que le 1, il va le définir la qualité, mais aussi la quantité, du 1, du 1, du 1, du 1, à l'infini. Mais alors, ce que dit Lacan, c'est que entre ces entités-là qui se succèdent, ces 1 qui se succèdent, on peut trouver des arrangements, des combinatoires. Et il dit, il y en a des quantités astronomiques, il y en a une inflation monstrueuse, et les mathématiques nous le prouvent. Alors là, il fait un espèce d'inventaire un peu étrange, Lacan, c'est page 133. Il dit, le 1 ne se dédie pas à tenir les choses pour identiques. J'avais à portée de la main, c'est lui qui dit ça, j'avais à portée de la main un débile, alors peut-être qu'il pensait un peu à Platon à ce moment-là, j'avais à portée de la main un débile. Vous pouvez y rajouter une grippe, un tiroir, un pied de nez, une fumée, un bonjour de ta Catherine, une civilisation, une jarretière. Voilà. C'est étrange comme il y a une espèce de cacophonie là, des objets. Il y en a 8. Il y en a 8. Si vous les comptez, il y en a 8. Pour Lacan, il y en a 8. Il le dit. Et donc après, il y a un calcul qui est fait, page 134, vous avez la formule. Vous avez la formule M avec un point d'exclamation sur N point d'exclamation, facteur de M moins N point d'exclamation. Ça veut dire quoi? Rien de bien compliqué, bien que Jacques-Alain Wiener ne donne aucun développement de ça. Rien de bien compliqué. Vous avez le calcul, je vous l'ai fait, en bas là. Alors j'ai remplacé M par N, par K, et alors N ça serait 8, N c'est 8, les 8 objets qu'on vient d'égrener là, les 8 objets qu'on vient d'égrener, le bonjour de la Catherine, la jarretière et tout ça, voilà. La fumée. Et donc ça c'est le 8, et K c'est 2. Donc combien y a-t-il de possibilités de combiner deux choses dans 8 Eh bien on est surpris de voir quand même que ça fait 28. Donc vous voyez quand même qu'à partir d'un petit nombre entier, parce que 8 c'est quand même un petit nombre entier,
C'est tout petit, 8. C'était le démarrage des nombres entiers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est le tout début. Et bien déjà, simplement avec 8, on arrive à 28. Vous voyez, ça fait, si on calcule, parce que n, ça veut dire n avec un point d'exclamation, ça veut dire n factoriel. Hein. Donc factoriel de 8, c'est 8 multiplié par 7, par 6, par 5, par 4, par 2, etc. Hein. Et on arrive à 40 320 divisé par 1440, ça fait 56 multiplié par 720 sur 2 multiplié par 720. On enlève les 720, ça fait 56 sur 2, ça fait 28. Hein. C'est QFD. Le problème, c'est que dans le bouquin, chacun linéaire, il est simplement 56 divisé par 2, c'est peu ça sort. Hein. Il explique rien, 56 divisé par 2. Donc c'est ça l'explication. Donc vous voyez que, alors imaginez que vous ayez des choix d'objets qui s'aventurent vers le 498 objets ou 1798 objets. Imaginez à ce moment-là le nombre d'arrangements possibles de 2 à 2 dans 1428 objets. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Même une calculette fantastique ne peut pas arriver à définir ce nombre-là. Donc c'est pour dire qu'il y a une complexité, si vous voulez, dans les arrangements humains d'objet à objet, objet humain ou pas, qui est infinie. Qui est infinie. À partir du 1 premier, avec un U majuscule, eh bien, il n'y a pas de finitude du côté de la pluralité des dyades, de 2 à 2, hein, les arrangements de 2 à 2. Mais on pourrait aussi imaginer des arrangements de 3 à 3, de 4 à 4, et tout ce que vous voulez, hein. Bien sûr que oui, mais on part du plus simple. Et on voit qu'avec une augmentation raisonnable des nombres entiers, de 8 par exemple à 45, si vous faisiez le calcul de factoriel 45, vous imaginez ce que ça va vous donner, factoriel 45, monstrueux. Hein. Et donc vous allez arriver à des possibilités d'arrangement de 2 à 2 considérables, absolument, que vous ne pouvez même plus soutenir au niveau même de l'abstraction. Vous ne pouvez même plus. Oui, donc c'est quand même étrange, hein, cette affaire-là. Hein. Ça veut dire qu'à partir du 1, on a comme perspective l'impossible. L'impossible à dire. Le non-dissible, si vous voulez quoi. Hein. Parce qu'à partir d'un nombre entier très élevé, même les ordinateurs très puissants n'y arriveraient plus à nous donner, ou alors s'ils arrivent à nous les donner, parce qu'après tout matériellement pourquoi pas, mais nous on ne pourrait pas se les ingérer, se les intérioriser, parce qu'ils sont trop monstrueux, ils n'auraient pas de sens pour nous. Hein. C'est comme les gens qui disent, quand il y a d'énormes sommes à gagner, si vous voulez, dans les lotos, dans les loteries, des machins comme ça, les gens disent, ah, il y a 130 millions d'euros à gagner. Ah oui, mais moi ça me dit rien, c'est tellement énorme que ça me dit rien. Ou alors quand on parle de la formule, quand on parle de la fortune de Bill Gates, ou bien de Jeff Bezos, ou bien de Arnaud en France, etc., on se dit, il possède 80 milliards d'euros, 120 milliards, 130 millions d'euros, voilà. Et on se dit, ça ne nous dit rien, c'est tellement énorme que ça ne nous dit rien. Voilà, ça ne nous dit rien. Et bien c'est pareil, là, hein. Cette affaire-là, il y a un moment où ça ne nous dit rien. Et cette démonstration mathématique, elle n'est pas là comme ça pour faire de la petite mathématique, parce que c'est quand même de la petite mathématique. Hein. Non, non, elle est pour nous montrer ça, pour nous métaphoriser cette affaire-là, si vous voulez. Quoi. Et alors il cite une petite phrase d'Aristote à la fin, qui est assez amusante, parce que Aristote avait inventé le trait unaire avant qu'il ne soit bien avant Freud, hein, parce qu'il dit, au niveau d'un temps, c'est Aristote qui dit ça, au niveau d'un temps qui ne peut être senti en raison de son extrême petitesse. Hein. Alors, pour parler du surgissement de l'un, pour parler du surgissement de l'un, du sujet, si vous voulez, de l'être, hein, Aristote disait, le surgissement de l'être, c'est compliqué au niveau du temps qui ne peut être senti en raison de son extrême petitesse. Qu'est-ce que c'est que l'extrême petitesse? C'est l'identification minuscule au tout petit trait, là, au tout petit oui de la maman. Qu'est-ce que c'est que le oui de la maman par rapport à la maman tout entière? C'est minuscule, hein, c'est tout petit. C'est l'extrême petitesse d'Aristote. Aristote, il avait anticipé déjà quand même, de manière assez géniale, hein, le trait unaire de Freud et de Jacques Lacan, hein, de manière assez jolie quand même. Et donc, parce que sinon, cette phrase-là d'Aristote, si on n'est pas dans le contextualisé comme on l'est aujourd'hui par le fait psychanalytique, lacanien, freudien, etc., on ne la comprend pas. On la comprend pas. Hein.
au niveau d'un temps qui peut être senti en raison de son extrême petitesse. Ça évoque quelque chose de perdu quand même, hein, extrême petitesse, quelque chose qui fuit à l'horizon, qui est tellement minuscule, qu'il n'est plus qu'un point qui a tendance à se déliter à l'horizon. Hein, voilà, hein. Donc c'est bien le trait lunaire, hein, dont parlait Aristote sans le savoir. Et il termine le chapitre en disant si j'ai choisi l'unien comme titre, hein, l'unien, le chant de l'unien, pardonnez-moi, c'est parce que c'est l'anagramme d'ennui. Voilà. Donc j'ai terminé. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé aujourd'hui, justement, même si c'était un peu compliqué. Vous avez toujours mon petit digest là. Hein. Ah oui, quand même, si, je vais vous lire pour terminer le bas, parce que c'est du Platon dans la théorie des formes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux théories des formes. Hein. Qu'il y avait deux théories des formes, à savoir que l'un est et puis c'est l'un. Hein, voilà, l'un est et c'est l'un. Et Platon, il le dit de cette façon-là. Vous allez voir quand même que Platon, il disait des choses assez compliquées et de manière extrêmement rigoureuse. Hein. C'est pour ça que Lacan dit que Platon était lacanien hein, aussi, hein, mais qu'il ne le savait pas. Et je vais vous lire ce petit texte que vous avez sous les yeux, mais parce que je l'ai écrit tellement petit que peut-être il y a des mots que vous ne pouvez pas lire. Et c'est Platon qui parle, et là on arrêtera après que j'ai fini cette phrase. Il faut convenir qu'il existe premièrement hein, ce qui reste identique à soi-même en tant qu'idée, qui ne naît ni ne meurt, ni ne reçoit rien venu d'ailleurs, ni non plus ne se rend nulle part, qui n'est accessible ni à la vue ni à un autre sens, et que donc l'intellection a pour rôle d'examiner. Et qu'il y a deuxièmement ce qui a même nom et qui est semblable, mais qui est sensible, qui naît, qui est, toujours en mouvement, qui surgit en quelques lieux, pour en disparaître ensuite, et qui est accessible à l'opinion, accompagné de sensations. Donc il définit la première théorie et la deuxième théorie dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans ce très beau texte, c'est beau hein, ce texte-là quand même, hein, pour dire qu'il y a un premier 1 qui ne doit rien à personne, hein, qui ne vient pas d'ailleurs, et qui ne se rend nulle part, ce 1 isolé là, hein, voilà, parménidien d'une certaine façon. Et puis il y en a un deuxième, le deuxièmement, hein, qui lui est toujours en mouvement, hein, et qui est accessible à l'opinion, et qui est accompagné de sensations. Donc ça c'est plus du côté de la perception. Hein. C'est l'un, c'est l'un. L'un est, c'est le premièrement de Platon, et c'est l'un, c'est le deuxièmement de Platon. Vous voyez hein. Donc c'est quand même bien de lire parfois des tout petits bouts de texte comme ça de Platon pour prendre un peu de la chair du philosophe, chair C-H-A-I-R, du philosophe qui nous parle. Parce que si on se contente de le parler à sa place, ça le dénature quand même sensiblement. Hein. Donc là, je vous ai parlé du dialogue d'Aristophane, je vous l'ai lu en entier, et puis je vous ai lu en entier un petit morceau de la théorie des formes, pour que vous ayez un peu la prosodie platonicienne dans l'oreille, voilà, parce que c'était nécessaire pour ce chapitre. Et donc la prochaine fois, nous ferons un peu le stade du mur, pas même beaucoup même, mais pas trop longtemps, parce que la dernière séance sert surtout à boire un coup, comme vous savez, hein, sur notre tradition. Donc nous ferons le stade du miroir, voilà, mais de manière un peu brève. Voilà, je vous remercie.